Bonjour à tous, donc bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre du salon Top Recrutement, dédiée cette fois-ci aux ingénieurs et aux techniciens. Ce salon, je vous le rappelle, est organisé par le groupe Infopro Digital et se tient jusqu'à ce soir. C'est la dernière conférence, mais vous pouvez regarder toutes les conférences que nous avons organisées en replay, si vous le souhaitez, dans les jours à venir. Elles seront disponibles. Avant de démarrer, je précise aux candidats qui nous écoutent enfin aux candidats, en tout cas aux auditeurs qui nous écoutent, que vous pouvez poser des questions, soit dans le chat, soit dans les questions. C'est comme vous le souhaitez. Je regarde les deux. Donc cette dernière conférence est intitulée Comment réussir votre carrière. On a voulu faire une conférence très, très pratique, très conseil. Les questions qu'on se pose et que vous vous posez, j'imagine, c'est est-ce qu'il faut être fidèle à une entreprise? Est-ce qu'il faut au contraire multiplier les expériences dans différents groupes? Est-ce qu'il faut rester en France? Est-ce qu'il faut avoir une expérience à l'international? Qu'est-ce qu'il faut faire comme formation pour évoluer? En fait, que faut-il faire pour réussir sa carrière? Et in fine, ça veut dire quoi en fait, réussir sa carrière? Donc, nous allons ensemble avec nos invités essayer de répondre à ces questions pour vous aider à réussir votre vie professionnelle, réussir votre carrière. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps rapidement nos trois intervenants que je remercie d'être présents avec nous. Donc, Hugo Louchard, pardon, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes responsable relations école et marque employeur chez Assystem. Oui, c'est bien Vous ça. nous Ok. Assystem, je précise, c'est un groupe international d'ingénierie qui est présent en France et à l'international. Vous nous donnerez quelques conseils pour aider les salariés à réussir leur carrière. Comment vous, en interne, vous les aidez en fait à avoir une certaine mobilité et du coup à réussir aussi en interne sa carrière. Nous entendrons ensuite Jean-Paul Bordeaux. Vous êtes DRH de RAFO Group. RAFO Group, c'est un des leaders de l'aéronautique. Et vous êtes aussi membre du GIM. Le GIM, c'est l'Union des Un métiers de groupe des industries l'industrie. métallurgiques. Voilà, exactement. Et nous conclurons avec vous, Bénédicte Vassar. On n'est pas très galant, mais c'est pertinent de conclure par vous, puisqu'en fait, on s'interrogera sur le sens du mot carrière et de c'est quoi réussir sa carrière. Vous avez été directrice associée dans une PME du transport de la logistique, une grosse PME. Vous étiez notamment en charge des RH. Et il y a un peu plus d'un an, vous avez créé Passage Insolite, qui est une agence spécialisée dans les transitions professionnelles. Vous avez aussi des compétences de manager, de psychologue, et donc vous mettez ces compétences au service des gens qui veulent évoluer professionnellement et personnellement aussi, puisque les deux, comme on le verra, peuvent être quand même intimement liés. Donc ensemble, nous allons poser cette question, enfin essayer de répondre en tout cas vous donner des éléments de réponse. C'est quoi réussir sa carrière et comment réussit-on sa carrière? Donc Hugo Louchard, je propose que nous commencions par vous. Donc comme je le disais tout à l'heure en introduction, vous êtes responsable relations école et marque employeur chez Assystem. Assystem, donc c'est un groupe international d'ingénierie qui est présent en France et à l'international. Déjà, première question avant toute chose, est-ce que vous êtes un groupe déjà qui recrute, hein? Il y a des opportunités de carrière en l'occurrence. Hugo, vous m'entendez? Ah, je crois qu'il y a un petit souci avec votre slide. On ne vous entend plus. Hugo, je vais faire passer le message Oui, via alors, le merci chat. de me donner la parole. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde voit bien On va l'écran? le faire en slide. Non, Vous on voit pas m'entendez pas? l'écran, on vous entend. Donc je pense ouais. Je vous entends, mais par contre, je pense que la salle aussi, mais on ne voit pas votre écran. Donc le mieux, c'est peut-être de le faire Vous m'entendez pas? sans écran. Là, on vous entend. Je vous fais signe qu'on vous entend. Ah, là, vous êtes en train de disparaître. Allez-y. En fait, Monsieur Louchard, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Monsieur Bouchard? Bon, je crois que je vous propose en fait qu'on poursuive avec Monsieur Bordeaux, le temps que notre assistance technique règle le souci avec Monsieur Bouchard. Je pense qu'il serait pertinent que vous ne présentiez pas de document parce que la connexion, il y a l'air d'avoir un vrai souci. Donc, Monsieur Jean-Paul Bordeaux, si vous voulez bien prendre le relais le temps que nous réglions ces soucis techniques. Oui, bien sûr. C'est gentil à vous, merci. Vous êtes directeur des ressources humaines chez RAFO Group, donc un des leaders de l'aéronautique, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent. Et vous êtes aussi un des membres de l'Union de l'industrie, des métiers de l'industrie et de la métallurgie. Récemment, là, Jean Castex disait que l'industrie était je vais reprendre une citation, est la pièce maîtresse de la relance dont la France a besoin. Il disait ça lors du Conseil national de l'industrie. Alors, suite à cette période de crise sanitaire économique, première question, est-ce que l'industrie recrute et recrute des ingénieurs et des techniciens puisque c'est la cible qui nous intéresse aujourd'hui? Oui, bien sûr. Alors, peut-être juste 2 mots sur notre groupe en préalable, hein. Donc, le groupe RAFO, aujourd'hui, c'est 450 personnes, mais bientôt plus de 650 avec une autre société qui va se joindre à nous, donc un futur groupe dans quelques mois de 650 personnes. Et donc, nous intervenons dans l'aéronautique. Alors, la particularité, c'est que nous partageons d'une façon à peu près égale entre les marchés de défense et l'aéronautique civile, ce qui donne une certaine résilience à notre groupe, notamment par rapport à la grave crise que nous avons vécue. Alors, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, les industries métallurgiques et l'industrie en général recrutent. Donc, il y a eu évidemment une forte baisse de l'ordre de 60% avec au plus fort de la crise de la Covid. Mais aujourd'hui, nous sommes prêts à revenir à des niveaux de recrutement qui étaient ceux de 2019. Alors, ce n'est pas complètement vrai pour tous les secteurs, mais globalement, on n'est pas loin d'atteindre les niveaux de recrutement que nous avons connus au niveau de 2019. Et en tout cas, ça n'a rien à voir avec la crise sur l'emploi qui a été observée dans les années 2009. Alors, il faut bien voir que les entreprises de la métallurgie et donc l'industrie plus généralement, se transforment en permanence. Nous avons de très grands projets devant nous. Il ne vous a pas échappé que des investissements majeurs doivent être faits, notamment dans la transformation énergétique, mais pas que. On a aussi la transformation digitale avec l'intelligence artificielle qui ouvre de nouvelles perspectives. Donc, c'est un investissement incessant et on a besoin évidemment, en particulier, d'ingénieurs et de cadres et évidemment aussi de techniciens pour faire face à ces défis. Dans l'aéronautique en particulier, on fait face aux défis, par exemple, du carburant vert, c'est-à-dire l'hydrogène. Dans quelques années, on espère tous, on aura des avions qui voleront avec de l'hydrogène. Pour tous ces développements, ce sont de vraies opportunités. Donc merci déjà, ce panorama quand même devrait donner du baume au cœur à nos auditeurs. Donc on va revenir un petit peu plus sur l'angle précis de notre conférence. Comment réussir sa carrière? Vous, qu'est-ce que vous conseillez à un ingénieur, un technicien pour réussir sa carrière? Est-ce que, on a vu que c'était un secteur, vous venez de nous le dire, qui évolue quand même en permanence. Est-ce que c'est le volet formation? Enfin, c'est quoi la clé de la réussite quand on est dans votre secteur en fait, pour réussir sa carrière, évoluer et continuer à durer finalement et à s'améliorer. Je crois que déjà pour réussir sa carrière, il faut être bien dans sa tête, c'est-à-dire faire quelque chose qui plaît pour être engagé dans une entreprise. Je crois que la recette, elle est là, c'est d'être de se trouver dans une situation où on est passionné. Alors, c'est le cas de l'aéronautique. On a des personnes qui viennent à nous, qui sont passionnées par le métier. C'est un métier qui est très exigeant. Tout le monde a conscience de
l'importance de la sûreté, de la sécurité dans ces métiers, mais c'est aussi un métier extrêmement technologique où l'innovation est à tout moment des process industriels. Donc, nous avons des gens qui sont passionnés et ça, c'est une clé de la réussite parce que par la passion, on peut démontrer aussi à son entreprise que l'on est capable de relever un certain nombre de challenges. Et à partir de là, je pense que quand il y a des opportunités, ben, ça facilite les choses. Donc ça, c'est important d'avoir ce sens de la passion pour son métier pour pouvoir se développer. Et alors, en préparant cette conférence, je discutais avec Bruno Berthet, le président du GIM, qui me disait que dans votre secteur, il y avait quand même ce volet formation qui était quand même essentiel pour réussir sa carrière, que sinon, dans l'industrie, particulièrement, encore plus que dans d'autres secteurs, on ne pouvait pas durer, on ne pouvait pas réussir. Au bout d'un moment… Alors, évidemment donc, nous sommes dans des technologies très pointues, donc je dirais il y a déjà un substrat qui est celui de la formation initiale, mais à tout moment de sa carrière, aujourd'hui, il faut poursuivre, il faut se remettre en question en permanence, acquérir de nouvelles connaissances. Ça c'est clé. On sait très bien qu'un certain nombre de personnes, et une proportion non négligeable des personnes, vont changer de métier plusieurs fois dans leur carrière. Donc, la formation est un vecteur essentiel. Et dans notre organisation de la métallurgie et de l'aéronautique, évidemment, nous y veillons extrêmement fort. Nous veillons extrêmement fortement à ce que les organismes de formation, qui sont ceux de la profession, nous accompagnent pour faire face à ces différents enjeux. On a des enjeux également en termes de certification, par exemple. Les certifications aéronautiques, ce sont des revues de qualité extrêmement poussée qui arrivent de façon périodique. Il y a des échéances en permanence. Et donc, pour tout cela, il faut évidemment investir dans la connaissance, dans la formation. Et alors, vous êtes DRH de Rafo Group, donc je l'ai dit tout à l'heure, un des leaders de l'aéronautique, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, donc je précise. Vous avez évidemment tout intérêt à garder vos talents. Comment vous faites pour les garder, pour que ces talents ne partent pas ailleurs? Comment vous faites pour finalement les… Tout d'abord, je crois que bon, il faut dire une chose, c'est que le marché de l'emploi est un marché ouvert. Il serait présomptueux à une entreprise de considérer comme ses salariés, ce sont en quelque sorte des personnes qui sont captives de l'entreprise et qui ne pourraient pas évoluer ailleurs. Donc, on doit être compétitif sur notre marché, c'est-à-dire que vis-à-vis des personnels, on doit faire en sorte qu'ils aient envie de travailler pour nous. Alors, il y avait un ressort que j'ai évoqué tout à l'heure qui est celui de la passion. Je n'y reviendrai pas, mais il y a un autre ressort qui est très important pour garder les personnes, c'est avoir de la vision. C'est-à-dire être dans un environnement qui change et qui se développe. C'est ce que nous faisons, nous. Bon, nous sommes une entreprise de taille intermédiaire, mais qu'est-ce qui fait que les personnes restent chez nous? C'est parce qu'elles voient que, en particulier, le groupe est en train de grandir, il a une stratégie de croissance, et c'est extrêmement important pour les personnes d'avoir cet environnement parce que ça mesure aussi les capacités de l'entreprise à donner des opportunités à tout à chacun. Donc ça, c'est un ressort qui est aussi très important. Donc, si je résume, en fait, pour vous, enfin, réussir sa carrière, il y a quand même quelques mots-clés qu'on peut retenir. C'est la passion, offrir une vision, avoir une vision au sein de l'entreprise dans laquelle on travaille, et pour réussir aussi se former régulièrement. Si j'ai bien compris. Et se former et prendre en main aussi sa formation. C'est-à-dire que plus que jamais, je crois qu'aujourd'hui, chacun doit contribuer à son propre parcours. D'accord.
Je vois que merci déjà pour cette première intervention. Je précise à la salle que si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions, soit dans le chat, soit dans questions. Je vois que Monsieur Louchard, j'ai l'impression qu'il y a définitivement des problèmes de connexion. Et je crois qu'il est dans une zone où il a un problème d'internet. Je vous propose, Bénédicte Vassard, de donner des conseils, surtout que vous en avez quand même beaucoup à donner à nos auditeurs. Donc vous êtes coach, psychologue de formation. Vous avez créé l'agence Passage Insolite qui est spécialisée dans les transitions professionnelles. Vous avez aussi exercé longtemps au sein des services ressources humaines dans des entreprises. Donc vous avez un double regard, à la fois en tant que manager, DRH, psychologue. Enfin voilà, vous avez plusieurs regards. Pour vous, déjà, première question, ça veut dire quoi réussir sa carrière? On vous entend pas. On vous entend pas. Il faut allumer votre micro. Je crois que j'avais rallumé, mais non. Donc, pour moi, réussir sa carrière s'inscrit pleinement dans l'idée de réussir sa vie. Je pense qu'on passe beaucoup de temps au travail et du coup, je pense que j'aime bien regarder les choses avec un peu plus de perspective. Et je crois que, comme le disait Monsieur Bordeaux, il faut penser un peu au-delà de uniquement la question travail et purement travail. Parler de passion, qui peut être une composante importante, mais il y en a d'autres. Et clairement, du coup, réussir, c'est surtout, pour moi, se sentir bien et bien à sa place et bien dans ce qu'on fait. Oui. Ça, je crois que c'est important. Réussir pour soi-même, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. L'idée, c'est déjà de savoir aussi que signifie le mot réussir pour soi, parce que ça peut résonner de façon très différente en fonction des gens. Pour certains, ça va être gagner beaucoup d'argent. Pour d'autres, effectivement, vivre de sa passion au quotidien, faire des choses qui nous passionnent. Pour d'autres encore, ça va être une reconnaissance sociale ou ça peut être vraiment énormément de choses. Donc, je pense que honnêtement, ou prendre beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait, continuer à apprendre, ça peut être aussi des choses de ce type-là. Donc, je crois que la première chose à faire quand on a envie de se dire c'est quoi réussir pour moi avant tout, parce qu'on met pas tous le même mot le même sens au mot réussite. Et ça, je pense que c'est une première question importante à se poser. Ouais. Premier axe, savoir, ça veut dire quoi pour moi réussir. Alors, une fois qu'on a déterminé ça, ce qui est déjà pas simple, comment on fait pour bâtir son projet? Comment on fait, justement, comme c'est pas simple, comment on fait pour savoir ce qu'on veut vraiment pour bâtir ce fameux projet? Mais déjà, c'est de prendre peut-être un peu de temps pour soi, pour justement réfléchir à ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît moins, etc. Donc déjà, prendre un petit peu de temps pour réfléchir à tout ça. Je pense que de la même manière qu'on s'est posé les questions de quelle étude on veut faire, c'est se poser les questions de où est-ce que je me vois aussi travailler, dans quel type d'environnement je me vois travailler. C'est identifier un peu la cohérence de son projet et le valider aussi avec les autres parts de sa vie. C'est-à-dire que si on a envie de partir à l'étranger, faut peut-être chercher des entreprises qui nous offriront cette possibilité ou partir là. Si on n'a vraiment pas du tout envie de partir à l'étranger, si on est plutôt on est déjà posé dans sa vie perso avec un conjoint qui est bloqué pour quelques années, faut prendre en compte les autres caractéristiques de sa vie globale pour pouvoir, et puis le rythme de vie qu'on veut avoir, si on a beaucoup de temps à investir dans son travail, ou si on a plutôt envie d'avoir un travail qui ne mange pas, entre guillemets, toute notre vie, si on se projette toute notre vie dans le même type de travail, ou si on a envie d'évoluer. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là que je pense qu'il faut un peu interroger en soi et faire aussi les ponts dans la réalité. C'est-à-dire qu'on a chacun des idéaux, mais clairement, à un moment, il faut aussi les reconfronter à la réalité et se dire oui, j'ai très envie de travailler dans tel type de poste, mais je suis quelqu'un qui suis très introverti. Est-ce que je suis capable de faire ces efforts et ces pas pour avancer vers un poste qui me demandera de peut-être sortir de ma zone de confort sur ce genre de choses. C'est vrai que là encore, je rebondis sur ce que disait Monsieur Bordeaux, mais il y a une vraie question de responsabilité. Il ne faut pas attendre de l'extérieur que tout se construise un peu par magie. Il faut être pleinement acteur de ce qu'on fait et de ce qu'on veut. Et concrètement, vous accompagnez au quotidien des gens qui sont en transition professionnelle, en tout cas qui se posent des questions sur leur carrière, sur leur avenir professionnel. Vous leur dites poser ça sur une feuille. Enfin, qu'est-ce que vous dites aux auditeurs? Vous leur dites vous mettez sur une feuille telle chose. Après, ils peuvent se faire accompagner par un coach aussi, mais déjà la première démarche, on se pose, on
concrètement, je peux vous leur donner comme conseil? Alors, la première démarche, effectivement, de se poser, c'est une vraie première bonne idée, et d'écrire. Et puis aussi, c'est pas seulement de rester là, parce que parfois, on a l'impression que les choses sont très claires pour nous, parce qu'on y pense, parce qu'on les a écrits sur un bout de papier. Mais je pense qu'à un moment aussi, avoir la possibilité de formuler et d'échanger avec des tiers, que ce soit nos proches ou que ce soit d'autres professionnels du métier, c'est d'être curieux, c'est aussi aller à la rencontre de personnes et de parler de son projet, parce que ce soit un projet pour être salarié ou un projet pour peut-être monter après son business, peu importe, mais je crois qu'on a souvent l'impression que les choses sont claires, et elles peuvent être très claires dans notre tête, mais finalement, quand on commence à mettre des mots et à les sortir de sa bouche, là, on peut se rendre compte que ce n'est pas si clair, et ça peut continuer à nous permettre de construire ce projet autrement. Donc, je pense que la curiosité et l'échange, c'est un peu des conseils un peu primordiaux que je donnerais. Donc, c'est faire un point tout seul et après s'ouvrir vers les autres. Ouais, donc première étape, on définit ce que ça veut dire réussir sa carrière. 2, on bâtit son projet seul d'abord, avec l'aide d'autres regards ensuite. Et 3, une fois qu'on sait tout ça, comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour réussir sa carrière, quoi? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux candidats qui nous écoutent? Parce qu'après, maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc, ce que je disais, c'est, je reviens sur la notion de responsabilité, c'est qu'il faut s'en donner les moyens. Donc, ça veut dire être prêt aussi, encore une fois, à sortir un peu de sa zone de confort, postuler aux bons endroits, ne pas faire peut-être pas des courriers, enfin, s'assurer qu'en fait, on est quand même en cohérence avec le poste. C'est-à-dire qu'à un moment, des fois, c'est très tentant de se dire j'adorerais faire ce boulot, mais si on rentre pas dans tous les critères, alors je dis pas qu'il faut se freiner, parce que par moment, ça peut être aussi une bonne chose d'être un peu culotté, mais quand on le fait, c'est aussi appuyer. Effectivement, je rentre pas dans tous les critères, et argumenter dans ce sens-là, parce que si c'est juste pousser sa lettre de candidature tout en sachant que on n'a pas les critères, mais sans expliquer pourquoi ça nous intéresse quand même de postuler. Donc, avoir parfois un peu de culot, mais savoir quand même être réaliste et essayer de trouver les liens qu'on peut faire entre soi, ses compétences, ses envies, et ce qu'on voit dans les annonces et ce qu'on voit dans les propositions, en fait. Donc, voilà, je dirais un peu ça, et personnaliser, mettre de soi, en fait. Je pense que ça, c'est très important. Moi, en tant que RH, je trouvais ça toujours assez, enfin, pas désagréable, mais un peu triste de voir les gens arriver en neutralité totale, en essayant de copier-coller à ce qu'il y avait écrit dans l'annonce, alors que finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est justement d'être soi-même et de dire qui on est, parce que c'est là qu'on va voir si entre l'entreprise et le candidat, ça peut matcher. Si on ne dit pas pleinement qui on est, à un moment, les choses, elles finissent par se découvrir, donc c'est un peu dommage. Il faut croire en soi. Très bien, donc en fait, c'est un état d'esprit aussi, quoi. La réussite, c'est ça. Oui, c'est ça, la réussite pour moi, c'est un état d'esprit, c'est accepter que on peut toujours faire mieux, accepter qu'on peut toujours apprendre, que rien n'est acquis, et que quand les choses sont acquises, on fait plus d'efforts, on bouge plus, on n'apprend plus, et c'est là qu'on a toutes les chances de se tromper. Alors que quand on reste ouvert avec une curiosité, j'en reviens à cette idée de curiosité, d'ouverture, c'est-à-dire d'essayer aussi d'attraper des informations à droite, à gauche, dans notre réseau ou hors de notre réseau, parce que des fois, on peut très bien se nourrir de choses qui n'ont rien à voir avec notre milieu ou notre environnement professionnel, et aller chercher des idées pour refaire des ponts dans les différents environnements. Et ça, c'est intéressant. Je pense que c'est rester un peu ouvert. C'est très clair, merci en tout cas. J'ai l'impression que Monsieur Louchard a des difficultés. On va attendre un petit peu, voir s'il arrive à nous rejoindre. Je vais en profiter pour vous poser un certain nombre de questions. D'ailleurs, je reprécise aux auditeurs, vous pouvez poser des questions. Il y en a une petite, mais on va en profiter pour la prendre, et après on reviendra sur la thématique plus spécifique. C'est à votre attention, Monsieur Bordeaux. Est-ce qu'il existe un site pour consulter les offres d'emploi chez RAFO? Donc c'est quelqu'un qui pourrait bien travailler chez vous. Sur le site RAFO, donc le site de l'entreprise, effectivement, nous avons nos offres d'emploi. D'accord, donc réponse à notre auditeur. Je vais vous poser une question. Comment réussir sa carrière? On pense à plusieurs choses. On se dit, est-ce qu'il faut être fidèle à une entreprise, multiplier l'expérience? Est-ce que pour vous, il faut être fidèle, Monsieur Bordeaux, à une entreprise? Est-ce que quand vous allez recruter, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important, ou vous préférez les gens qui ont plusieurs expériences, ou ce n'est pas forcément un critère? Alors, après, je pense que, comme ça a été dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de savoir ce que le candidat a à nous dire.
Je veux dire que on ne peut pas préjuger de la qualité d'un candidat par rapport au rythme de changement d'employeur. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes qui sont capables de se remettre en question et de prendre des situations extrêmement variées, d'apporter des réponses, d'être exigeante avec elles-mêmes. Et donc, c'est bien comme cela je travaille les entretiens avec les candidats. Alors, c'est vrai que on parlait tout à l'heure éventuellement d'international. Une expérience internationale est quelque chose d'extrêmement positif pour un recrutement. Un petit plus qui va faire remonter le CV au-dessus de… C'est vraiment un plus. Nous-mêmes qui nous développons et on a des ambitions très clairement dans les années qui viennent à l'international. Recruter des personnes aujourd'hui pour un poste qui peut être que franco-français, mais en sachant qu'il a une expérience à l'international dans le monde anglo-saxon ou ailleurs en Europe, ça peut être, en fonction de cette expérience, un des critères qui feront que on va le recruter plutôt qu'un autre ou une autre. Hein. Est-ce que quelqu'un qui a passé 20 ans dans… Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, allez-y. Non, est-ce que quelqu'un qui a passé 20 ans dans la même boîte, ça va vous faire peur en tant que recruteur? Non, parce qu'on peut être dans une même société en n'ayant pas été 20 ans au même poste. Si vous voulez, vous avez des parcours dans les grands groupes où des personnes changent de poste tous les 5-6 ans, voire 4 ans, enfin ça dépend des opportunités. Et donc, il peut y avoir des expériences extrêmement variées à l'intérieur d'un même groupe, par exemple. Hein. Donc, il faut se méfier des impressions a priori. Hein. Je crois qu'il faut savoir prendre un petit peu de hauteur. Alors après, évidemment, je ne vais pas aller dans la candidature. Un candidat, une personne qui est restée pendant 10 ans sur son même poste à faire que la même chose, et rien d'autre, il peut y avoir une alerte, comme il peut y avoir une alerte avec quelqu'un qui a un CV où tous les 18 mois, pendant 12 ans, il a changé d'employeur. Ça interpelle, il faut savoir pourquoi. Bon. Mais je crois qu'il faut vraiment regarder la qualité des candidats et non pas avoir une lecture a priori des choses. Qu'est-ce que vous leur conseillez, vous, Bénédicte Vassart? Alors, vous avez les CV qui vous arrivent tels qu'ils sont, mais comme ils sont en reconversion professionnelle, qu'est-ce que vous leur conseillez de mettre en avant ou au contraire de ne pas trop mettre en avant Alors, moi, je reste toujours de l'avis qu'il faut être authentique, il faut rester qui on est et quoi qu'on a, je veux dire, à un moment, c'est possible qu'on se soit trompé, on a pu faire une erreur de parcours, se retrouver dans une entreprise où ça ne nous a pas convenu et du coup, ça nous a obligés à en changer plus vite que prévu. On peut avoir un petit trou parce que le temps de se retourner, on n'a pas forcément retrouvé. Je pense qu'il faut rester authentique, avoir su faire le bilan de ce que ça pouvait avoir eu comme conséquence, ce qu'on a appris, et de rester cohérent, mais cohérent pas par rapport à un CV ou par rapport à un parcours idéal, mais par rapport à soi et ce qu'on a fait et ce qu'on en a tiré en fait. Et quelque part après, qu'on soit resté effectivement que 18 mois et qu'on ait changé tous les 18 mois pendant un certain temps, ou qu'on soit resté 15 ans dans la même entreprise, si on sait l'expliquer et si on sait expliquer pourquoi aujourd'hui on est sur le marché de l'emploi et pourquoi on a envie de changer, je pense que c'est surtout ça qui compte. C'est pas tellement, alors évidemment, les compétences et l'expérience, ça compte, mais c'est aussi, le pari, il est sur le demain et il est sur l'avenir. Donc, c'est plutôt parler de ce qu'on a appris, compris et de ce dont on a envie, surtout, je dirais. Je viens d'avoir des nouvelles de Monsieur Houchard tout à l'heure, je ne vous ai pas interrompu. Bon, il y a un vrai souci de connexion, il ne sera pas parmi nous. On le regrette évidemment. On essaiera de se rattraper une autre fois avec lui. On va en profiter du coup pour prendre des questions là. Alors déjà, en reconversion, on va rester sur la thématique reconversion. En reconversion, demande Bérangère, comment faire valoir ses compétences déjà acquises? Comment on fait valoir les compétences qu'on a déjà, sachant qu'en fait on change de métier, comme le nom l'indique, quand on se reconvertit. Comment on met ça?
Ça, je trouve que c'est une question qui est très intéressante parce que les compétences qu'on acquiert dans un domaine, quand on change complètement de domaine, on peut se dire qu'elles sont perdues. Et je pense que c'est pas une bonne idée de se dire qu'elles sont perdues parce que c'est des savoir-faire qu'on a et on peut les transférer d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, c'est quand on a eu un savoir très technique, ça nous donne des habilités pour faire d'autres choses techniques. Et donc, ça veut dire, moi, je ferai des ponts, en fait. La meilleure façon de faire valoir ses compétences, c'est d'être un peu créatif et de faire des ponts et de dire oui, je sais pas faire ça ou je n'ai encore jamais fait ça, mais par contre, j'ai fait ça, ça et ça. Et clairement, je pense qu'il y a des points communs que je vais pouvoir mobiliser certaines compétences que j'avais ou certaines aptitudes pour pouvoir les mettre au service des nouvelles choses que j'ai à apprendre. Je pense que c'est être créatif et à nouveau curieux et montrer aussi qu'on a compris l'environnement et qu'on sait qu'on a certainement un gap, des choses à combler entre ce qu'on savait faire et ce qu'il va falloir qu'on fasse, mais montrer qu'on est prêt à le faire parce que déjà, on a compris qu'il y avait ça qui allait être à acquérir. Et Monsieur Bordeaux, vous avez des CV, alors il y a quand même des compétences techniques hein, à avoir évidemment, mais des CV un peu différents en fait, on va dire, avec des gens qui font un peu des pas de côté. Est-ce que c'est quelque chose, sont des choses qui vous intéressent ou au contraire, c'est pas Ouais. suffisant? Est-ce que vous allez les accompagner? Enfin, comment ça se passe chez… Moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse parce que je pense qu'une personne qui fait l'effort de se reconvertir, c'est quand même assez remarquable. Donc, c'est un parcours qu'il faut savoir reconnaître. Et bon, au-delà effectivement de l'emploi qui est hyper technique, il y a quand même une quantité d'emplois dans nos entreprises où après une bonne reconversion, il n'y a absolument aucun problème. Et au contraire, ce sont souvent des personnes qui sont capables d'apporter des idées neuves parce qu'elles ont un vécu différent. Et donc, moi, ce que je n'aime pas bien, c'est de recruter des clones, du clone, du clone. Donc ça, Vous allez les accompagner du coup en termes de formation? Il y a des choses prévues pour… oui, mais c'est plus un accompagnement dans l'intégration de l'entreprise en général avec ces personnes que de la formation qu'on va projeter à l'extérieur. C'est une sorte de tutorat qu'on peut faire dans l'entreprise. Mais moi, j'aime beaucoup hein, des personnes qui ont changé d'univers et qui acceptent de se remettre en question. Et souvent, elles apportent vraiment beaucoup à l'entreprise, quoi. Et des solutions neuves, des idées neuves, hein, moins d'a priori. Alors, merci pour cette réponse, je pense que ça aura éclairé nos auditeurs. Je vais prendre une autre question. Quel conseil donneriez-vous pour obtenir un feedback objectif d'un DRH lors d'une candidature non retenue, que ce soit d'emblée ou suite à plusieurs entretiens? Qu'est-ce que vous, Monsieur Bordeaux, peut-être, on peut… Ouais, je pense qu'il ne faut pas hésiter à rappeler. Hein. Je dirais quand on dispose des coordonnées téléphoniques suite à un entretien, ou moi en général, je n'hésite pas à les donner, un candidat qui pose la question en disant pourquoi je n'ai pas été retenu et quels ont été les deux, trois éléments différenciateurs, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Moi, au contraire, je pense que faut pas être timide, quoi. Faut pas être timide. Et je pense qu'au contraire, les personnes qui acceptent de faire cette démarche, qui n'est pas facile, puisque c'est une démarche a priori, qui repose sur une situation qui s'est pas conclue positivement, mais ça apporte vraisemblablement de bons conseils. Une autre question, on voit que les ingénieurs sont de plus en plus formés, ont de plus en plus des doubles formations. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous allez retenir dans les CV, qui vous semble intéressant, Monsieur Bordeaux? Et vous, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aussi, ce volet formation pour aussi réussir sa carrière et faire la reconversion réussie? Monsieur Bordeaux, Oui, parce que c'est pas, là encore, il n'y a pas de déterminant absolu, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que le mode de travail a changé. Hein. On n'est plus dans un mode de travail en silo, dans sa spécialité, où on doit finalement produire, fournir, et sans regarder ce qui se passe ailleurs. On travaille de plus en plus dans des projets, donc c'est du travail en matriciel. Il faut que les personnes se comprennent.
En particulier, dans l'entreprise, je crois qu'il faut avoir des aptitudes à comprendre l'économie de l'entreprise. C'est de plus en plus prégnant. Tenir le discours, être un interlocuteur efficace auprès du contrôleur de gestion, c'est très important. Et être aussi aux capacités de comprendre le marché, et c'est des formations complémentaires par rapport à des emplois techniques sont assez précieuses, je dirais même aujourd'hui presque indispensables pour travailler dans ce contexte. J'ai une autre question. On voit, on a le groupe InfoPro Digital a mené une enquête ingénieur pour la 2e année consécutive dont on a présenté les résultats hier et qu'on peut d'ailleurs retrouver sur notre site si on réécoute la conférence. Elle montre qu'en fait, les techniciens, les ingénieurs sont de plus en plus en quête de sens, en fait. Il ne suffit pas, il n'y a pas que le salaire, et loin de là, et de plus en plus, la crise du Covid a certainement encore accentué ça. Est-ce que, du coup, Bénédicte Vassart, je commence peut-être par vous, est-ce que la notion de réussir sa carrière, est-ce que vous l'avez vu, vous avez quand même un parcours, est-ce que ça a évolué? Est-ce que maintenant, derrière ça, les ingénieurs, les techniciens, ils mettent d'autres mots, en fait? Est-ce que ça a toujours le même sens, en fait, finalement? Je pense qu'effectivement, cette recherche de sens, de plus en plus, prend de la place. Et effectivement, il y a une redistribution un peu des cartes où avant, le travail aujourd'hui reste important, mais ce n'est pas la seule composante. C'est pour ça que je disais qu'il faut bien regarder, positionner le travail et positionner le niveau où on souhaite le mettre dans sa vie en général. Et effectivement, je crois qu'aujourd'hui, et moi je l'ai vu évoluer avec le temps quand j'étais aux ressources humaines, effectivement, si le salaire reste une composante importante du travail, les candidats sont aussi en recherche d'épanouissement, le mot de sens, c'est-à-dire trouver effectivement une raison d'être, la passion ou la vision, le pourquoi on le fait, pourquoi on se lève le matin. Et effectivement, je crois, comme le disait Monsieur Bordeaux, que ces nouveaux modes de travail en mode projet, etc., peuvent parfois un peu perdre par moment le sens global, mais en redonner un autre différent, dans lequel on peut justement ne plus se sentir juste un tout petit maillon de la chaîne, mais vraiment partie prenante d'une mission, de quelque chose dans laquelle on s'intègre. Donc, par contre, il faut bien se dire, est-ce que ça c'est quelque chose qui me convient ou qui ne me convient pas? Et vous, Monsieur Bordon, en tant que recruteur, en tant que DRH, est-ce que c'est justement cette notion, cette quête de sens, c'est quelque chose que vous prenez de plus en plus en compte pour essayer justement de proposer des évolutions de carrière qui intéressent les candidats et qui vont faire qu'ils vont rester chez vous, ou en tout cas vous allez recruter des talents pertinents? Oui, mais on le voit tous les jours, et en particulier, on voit des personnes qui viennent dans des entreprises telles que les nôtres, des entreprises qui sont plus à taille humaine, parce que elles préfèrent travailler dans des entreprises de cette taille, où il y a probablement moins d'inertie que dans des grands groupes. Et pour certains, ça devient des choix. Et on voit bien que le ressenti par rapport à l'environnement de travail est quelque chose peut-être de plus prégnant qu'à une certaine époque où on était plus matérialiste, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on était plus dans l'emploi qui donnait plus de visibilité, plus de conditions matérielles, etc. Donc, on voit qu'il y a d'autres ingrédients qui sont mis en avant par des candidats. Une des tendances fortes aussi qu'on a pu observer lors de cette enquête, et on l'a tous vu ces derniers temps, et ça rejoint l'idée de réussir sa carrière, réussir sa vie professionnelle, c'est le télétravail. On voit que les télétravail est quand même, les gens y ont pris goût en fait. Ils veulent un équilibre plus important entre la vie privée et la vie professionnelle. Dans l'enquête que nous avons menée, il est indiqué quand même qu'il y a près de la moitié des gens qui seraient prêts à refuser un poste si on ne leur propose pas du télétravail. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que vous, Monsieur Bordeaux, vous constatez, et vous aussi dans les reconversions professionnelles, est-ce qu'il y a aussi ces attentes d'une autre façon, d'autres modes de travail finalement pour élargir, quoi?
Alors, le télétravail, je dois dire que nous, on ne pratiquait pas avant la situation sanitaire. Donc, comme tout le monde, on a fait ce qu'il fallait dans ce domaine. Je crois qu'effectivement, il y a un avant et un après. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de personnes s'expriment sur le sujet. On sent bien que il y a aussi un certain nombre de travers au tout télétravail, hein. Mais oui, bien sûr, il restera, je pense, après cette crise, un espace pour le télétravail, parce qu'on a démontré que ça pouvait se faire, qu'on pouvait garder une certaine efficacité et que finalement, ça redonnait de l'équilibre, un certain équilibre pour des personnes. Ça, je pense que j'en suis convaincu. Ce que j'observe aussi, c'est que, et ça c'est une tendance, c'est qu'on a de plus en plus de mal pour faire des mobilités géographiques dans les recrutements, en particulier le sens province, région parisienne. C'est assez difficile. Et que pour les personnes qui ont des jobs qui exigent beaucoup de déplacements, il y en a beaucoup qui nous disent finalement, bon, moi je me déplace 3 jours par semaine, acceptez que je me positionne ailleurs en province, et puis je ferai toujours mes déplacements pareils, mais finalement, quand je viendrai au siège, ce sera un déplacement que je ferai en plus, mais ça ne change pas vraiment la face du monde. Et on a beaucoup de candidats qui se positionnent comme ça aujourd'hui, donc le cadre de vie est aussi quelque chose d'assez prégnant pour plus en plus de personnes. Donc, réussir sa carrière, Bénédicte Vassart, vous constatez aussi que il y a cet équilibre de plus en plus important, vie professionnelle, vie personnelle. Ça passe par le télétravail, la localisation, enfin par différents aspects, mais c'est d'autres façons de vie. Ouais, le rythme de vie, je pense que le tout télétravail n'est pas forcément un modèle qui est pérenne, ni pour l'entreprise, ni pour le candidat. Mais je pense qu'effectivement, cette crise sanitaire aura certainement fait prendre conscience aux gens que voilà, il y a besoin aussi de pouvoir se poser et en même temps de pouvoir échanger. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est retrouver cet équilibre entre le travail qui a quand même une dimension sociale importante, hein, on voit bien quand on s'est senti un peu isolé derrière nos écrans aussi à certains moments. Donc je pense que c'est vraiment aussi une question de rythme en fait. La vraie question, c'est comment on a envie d'inscrire le travail dans notre quotidien. Et effectivement, c'est très différent en fonction des gens. C'est effectivement se déplacer régulièrement, c'est tout à fait envisageable pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. C'est compatible avec leur rythme familial, ça ne l'est pas pour d'autres. Et ce qui est important, c'est de se dire que les choses ne sont pas fermées parce que on peut très bien bouger pendant une grosse partie de sa carrière et arrêter à un moment donné. Enfin, c'est aussi se laisser l'opportunité que les choses ne sont pas figées dans le temps, qu'on peut les remettre en question avec son employeur ou en changeant d'employeur aussi. Ça peut être ça, hein. Donc, réussir sa carrière, pour conclure, l'événement est terminé, mais on nous entend encore, ça ne ferme pas tout de suite, je vous rassure. Réussir sa carrière, finalement, on en revient à ce que vous disiez au début tous les deux, c'est quand même la passion et savoir ce que ça veut dire en fait pour soi de réussir sa carrière. Pour certains, ça va être le salaire, pour d'autres, la passion. Et on voit bien qu'il y a quand même aussi une tendance aujourd'hui à réussir sa carrière, c'est de plus en plus réussir sa vie professionnelle et sa vie privée. Nous allons devoir conclure. J'espère que nous avons aidé à répondre à cette question assez ambitieuse. Je rappelle que les conférences sont disponibles en replay pour ceux que ça intéresse. Merci à vous. Désolée voilà, si Monsieur Louchard a eu vraiment des énormes soucis techniques. Nous avions fait les textes, tout fonctionnait, mais bon. Merci en tout cas de votre participation à cette conférence et bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir.